a d'abord Pierre Noir, donc il ne va pas. Voilà, on n'a pas fini avec Pierre. Il est combien Ibrahima Dali Diouf, Fatou Diop Sall, Amadou Ba, président Mirassi, le directeur général. Et Frédéric Diakhaté pour la fédération. À la mode. Dans le sens Oui, je sais. Merci vraiment. Oui, je reprends ma place. Donc, ça va? Une déplacement au début. Voilà. On peut démarrer? Donc les intervenants de cette table sur distribution, innovation et management d'éducation, Zakaria Diemdoré, il est là, Pierre Loire, il est là, Yves Frédéric Livian, il est là, moi-même je suis là. Ibrahim, il est là, Dali. Fatou Diop Sall, je ne la vois pas. Ah oui, tu es là. Tu es derrière. Mirassi, il est là. Amadou Ba, bon, donc tout le monde est là. C'est pas une table totalement ronde. Hein. Ça fait un demi-cercle. Mais bon, ça va, je crois que ça peut marcher comme ça. Les demi-cercles qui sont souvent très parlants et avec beaucoup de pertinence. On a parlé. Je vais quand même proposer une chose, oui. C'est que tu montes dessus. Ce n'est pas normal que la seule femme du groupe. D'ailleurs, c'est interdit. Il y a certains pays dans lesquels c'est interdit, ça. Donc, c'est obligatoire. C'est un réussi parce que j'ai essayé, mais la place là. Bon, c'est totalement interdit. Les jurys. Ok, très bien. Il a parlé dans le peu de Topos. Ça va être de la Fora cette fois-ci et non de la métabolique. Donc on passe, on a 1h30 minutes de débat. Je ne sais pas comment on va faire. On va donner à chaque intervenant moins de 10 minutes. 7 minutes. Bon, c'est trop 7 minutes. Bon. Puisqu'on a en face de nous des gens qui savent utiliser des métaphores. Les métaphores sont aussi des raccourcis, n'est-ce pas, professeur? Donc,
on va se rendre à l'évidence encore de l'importance de la métaphore. Donc, on va donner la parole à droite. Moi je dirais on commence toujours pas. Moi je dirais toujours au milieu. Ah oui. Bon, on commence par Fatou alors. Oui, oui. Bon, on commence par là. On commence par la droite. Et on va de la droite vers la gauche. Donc c'est Amadou Sidi Aliba, hein, il s'est présenté tout à l'heure, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il m'a dit tout à l'heure qu'il fut mon élève. Je dis bon, c'est très bien, mais malheureusement aujourd'hui c'est pas mercredi. C'est mardi. Bon, pour les étrangers, le mercredi, quand un disciple ou un ancien disciple rencontre son maître, il donne quelque chose. Oui, c'est une façon de dire sa reconnaissance. Malheureusement pour moi, c'est tombé mercredi. C'est mardi. Très bien, merci beaucoup. Professeur Diakhaté, comme il a dit, je suis Ndouba, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Effectivement, je suis son élève en terminale à Saint-Louis aussi. Donc, c'est mon cours de philosophie. Ouais, mais c'est pas tout. Et également, je suis un ancien de l'IAM. J'ai fait 4 ans dans cet établissement, de 2002 à 2006. Alors, donc, je suis très honoré de participer à cette table ronde, qui m'ont enseigné, les professeurs, les doyens, les collègues également. Alors, mon intervention, je voulais en fait la structurer autour de 2 points principaux. Comme il n'y a pas eu de TDR, choisir les angles, la taille. Je voudrais mettre l'accent d'abord sur les innovations technologiques et le numérique. Premier point. Le deuxième point, c'est l'introduction de la pensée critique dans les sciences de gestion, ou en tout cas les enseignements critiques en sciences de gestion. Alors, je vais vous épargner en fait la première partie qui concerne un peu le contexte sénégalais, évidemment, donc qui est un contexte entre description et innovation. Alors, également un contexte assez varié, parce qu'il y a l'université, il y a également les business schools, même si la frontière est assez tenue aujourd'hui entre les business schools et l'université, surtout quand on analyse en fait les intervenants, en tout cas le profil des intervenants. Je pense que la plupart en fait sont les mêmes intervenants qu'on retrouve dans les 2 espaces. Alors sur les innovations pédagogiques, on en a parlé tout à l'heure. Je vais poser plus de questions que de réponses. D'abord, l'intégration du numérique dans l'enseignement. Pourquoi je le dis? Je pense qu'ici, à l'IAM, c'est un cas assez réussi. Je pose la question, je me rappelle, il y a quelques temps, en tant que chef du département de gestion à l'IFRC, dans une réunion pédagogique, on avait demandé à ce qu'on équipe les salles en enceinte, en fait, des haut-parleurs. J'ai un collègue d'économiste, j'espère qu'il n'y a pas d'économiste dans la salle, et qui a dit, mais pourquoi faire? C'est parce que nous, on fait des audios, on fait des vidéos. Il dit, ah oui, vous regardez des films durant vos cours, de vos interventions, pour dire, vous voyez, en fait, un peu la rupture. Alors qu'on a des jeunes aujourd'hui, même peut-être même des moins jeunes, qui sont un peu également handicapés. Ça veut dire que sans l'électricité, sans l'ordinateur, ils sont même peut-être handicapés pour faire correctement leur cours. Donc, comment intégrer le numérique dans l'enseignement? Quelle place doit avoir en fait le numérique dans l'enseignement? Comment repenser le présentiel grâce au numérique? Là également une question fondamentale. Je pense que vous disposez en fait des réponses. Quelle solution pour capter et engager son auditoire? Ça également c'est un défi qui interpelle aujourd'hui les enseignants
D'autant plus que pour les étudiants, en fait, ils vont peut-être même une mémoire plus courte qu'un poisson rouge. Il est très difficile de les décoder de leur smartphone. Donc, comment capter et engager son auditoire? Moi, sur ça, en fait, je ne sais pas si c'est une innovation dans les modestes cours que je fais, souvent en gestion des ressources humaines. Je dis en fait que est-ce que tout le monde a un smartphone? Et généralement, tous les étudiants ont un smartphone. Alors, donc ce qui fait que ça règle un problème, là on va les cours, les supports de cours. Mais surtout, moi je demande en fait dans le cours, par exemple, du recrutement, que chaque étudiant fasse sa présentation en 30 secondes. Là, je me suis inspiré un peu de convaincre de présenter sa thèse en 180 secondes. Là, en 30 secondes, je demande à chaque étudiant de faire une présentation vidéo et de me l'envoyer. Donc, en fait, ça permet de dire, vous avez un outil, un compagnon de vie, auquel vous ne vous séparez jamais, comment l'utiliser dans vos cours. Quelles sont les tendances des recherches dans le domaine de l'innovation pédagogique? Là, je pense également que tout à l'heure, il y a eu des réponses qui ont été apportées, notamment la présentation de M. Tiantoré et également la présentation de Sabona Wigay et de Brahim Bey, que nous apprennent-elles sur les modes d'apprentissage des nouvelles générations, mais surtout à l'ère des millennials. Aujourd'hui, comment en fait on doit utiliser des technologies pour attirer l'attention. Moi, en fait, j'aime pas souvent parce qu'on les infantilise un peu, la génération Y, ceux qui sont nés à partir des années 2000. Je dis non, on doit le retrouver sur le terrain, qui sont nés avec ces outils. Comment aujourd'hui on doit, dans la pédagogie des études, les retrouver sur le terrain et pousser à utiliser. C'est ce que j'essaie de faire sur ce point-là. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des questions voilà, qu'on aborde. On a parlé également tout à l'heure de les étudiants en management, en fait, les études de cas pour les étudiants en management, voire bien pour les managers confirmés, qui ont besoin de repères pour faire face à la diversité des situations, mais surtout des problématiques de gestion qui se présentent là. La méthode des cas est souvent présentée comme la mieux adaptée, parce qu'elle place les étudiants au cœur de l'action et leur apporte des expériences concrètes indispensables. Bon, après, il y a également la contrainte de temps. Moi, je suis chef de département, j'insiste là-dessus. Je vois souvent que des collègues sur des plages horaires de 4 heures, souvent les méthodes de cas sont utilisées pour gérer le temps. Donc cela pose même un problème de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les jeunes avec qui on a en fait, les jeunes qu'on enseigne, en tout cas on partage, est-ce qu'on peut faire des cours de plus de 2 heures? Ça c'est une question fondamentale. Maintenant, j'aborde le second point rapidement. Il vous reste 1 minute. Enseignement critique en gestion. Est-ce que nous sommes dans le mimétisme ou bien dans l'adaptation locale? Tout à l'heure, on a parlé de la tropicalisation. Alors, mais également, il faudra peut-être replacer un peu la pensée critique dans l'universalisme et aller plus vers la contingence. Alors, je pose en fait cette question parce que tout simplement les étudiants sont peu sensibilisés aux approches critiques. Alors, est-ce que les étudiants sont suffisamment préparés à faire face à leurs responsabilités? Alors, moi, ce que j'essaie de faire, et je termine par là, c'est comment apprendre aux étudiants à penser de manière conceptuelle. Ça veut dire quoi? Il s'agit de l'art de penser en tant que tel. On constate à quel point il est difficile aujourd'hui pour certains étudiants d'analyser réellement un cas ou un texte, qu'ils ne savent même pas faire la différence entre la description et l'analyse. Deuxième défi, donc, apprendre aux étudiants à penser de manière contextuelle. Les gens ont parlé tout à l'heure de la tropicalisation. Apprendre aux étudiants à comprendre le monde qui les entoure. Je pense au programme d'immersion, tout à fait indiqué, mais surtout les dynamiques de son développement. Et cela passe par peut-être la transdisciplinarité, l'introduction des cours concernant l'histoire de la pensée économique, la philosophie,
ou bien des modules tels que la peinture, la musique, la poésie, qui favorisent l'harmonie, parce que le management, c'est quoi? C'est en fait l'art de créer quelque chose qui est censé. Alors maintenant, la question qui se pose, je pose cette question à certains qui sont en finance et en contrôle de gestion, est-ce qu'on peut faire de la pensée critique, de l'enseignement critique dans tous les domaines? Est-ce qu'en comptabilité, est-ce qu'en contrôle de gestion, on peut le faire? Moi, je sais qu'en gestion des ressources humaines, oui, c'est tout à fait. Voilà. Troisième donc, aspect, c'est apprendre aux étudiants à penser de manière réflexive. Donner aux étudiants une vision de leur propre rôle en tant que cadre, entrepreneur, dirigeant. Pour éviter, en fait, ce que le ministre dit souvent, on forme en fait des techniciens, des analystes et non des hommes d'État. Donc, encourager la discussion sur le caractère dans le management, la qualité, l'interdépendance de la qualité du travail, de la qualité de vie au travail et même du travail bien fait. Et pour cela, en fait, peut-être, souvent, il y a des films, je parlais tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup les goguettes en trio. Il y en a 4. En fait, les Français me connaissent très bien. C'est un groupe satirique qui utilise beaucoup, en fait, qui intervient dans la politique, mais surtout en économie. Ça permet, en fait, de penser la science économique de façon un peu décalée. Dans le contexte sénégalais, il y a un téléfilm qui s'appelle Médaille de Saner, que j'ai l'habitude d'utiliser pour introduire en fait la contribution et la rétribution. Donc la dimension, la motivation. Ça permet de voir en fait est-ce que la récompense correspond et appropriée par rapport aux attentes. Donc en fait c'était en quelque sorte ces questions pour tout simplement faire le plaidoyer en fait du management en tant qu'acte politique et moins en tant qu'acte technique. Maintenant, en tant que technique, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte des business schools et des universités, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'on a la liberté, l'autonomie d'introduire la critique dans l'enseignement? On a parlé tout à l'heure des méthodes de cas, mais avant les méthodes de cas, également, c'est d'abord les enseignements. Est-ce que les méthodes de cas permettent d'avoir une approche critique? Donc, c'était ça, en fait, que je voulais aborder en parlant un peu de l'éducation du management. Voilà, je n'ai pas fini, mais bon, je rends quand même le micro. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Alors, je crois que le voisin prend le micro. Pour 7 minutes, on a dit. Oui, d'accord. Nous ne nous étions pas concertés, puisqu'on ne se connaissait pas avant, mais ce que j'ai envie de dire va tout à fait dans le sens de ce que mon collègue de droite a indiqué. D'abord, juste une seconde sur au nom de quoi je parle. Bon, j'étais professeur à l'Université de Lyon. J'ai auparavant enseigné à l'EM Lyon, donc j'ai connu la business school privée, je dirais, puis l'enseignement public universitaire français, et maintenant, depuis une dizaine d'années, je suis professeur associé à l'Université Aube Nouvelle à Ouagadougou, donc contexte africain auquel je me suis intéressé au cours des dernières années. Je me suis toujours méfié des mots à la mode et du mot disruption. Alors, c'est pas le topo de Pierre qui vient de s'achever qui va me dissuader du contraire. Donc, au risque de vous décevoir, je ne vais pas du tout insister sur les aspects de disruption. Oui, bien entendu, il y a le digital, il y a le numérique, mais je pense que les autres intervenants vont en parler. Je me contenterai de dire 2 mots sur l'innovation et en ayant à l'idée que l'innovation, face à laquelle nous devons nous trouver dans l'enseignement de la gestion, y compris en Afrique, ne passe pas principalement par la technologie. C'est quelque chose que je voudrais clairement affirmer. Ça n'est pas par la technologie que nous allons résoudre les problèmes d'enseignement de la gestion que nous avons à résoudre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien entendu, être à l'écoute, utiliser les outils que nos étudiants utilisent, etc. Mais innover pour moi, c'est 2 choses. Ça serait premièrement, et je vais revenir y compris sur des thèmes qui ont été évoqués ce matin, trouver des solutions à la tension inévitable entre d'un côté le devoir d'utilité sociale de nos travaux en gestion et la réflexivité critique. Nous avons un devoir d'utilité sociale de nos travaux, sociétal, de nos travaux de recherche et d'enseignement en sciences de gestion. Nous l'avons déjà en Europe, nous l'avons déjà encore plus en Afrique, dans le contexte africain.
D'où le fait que, modestement, dans notre cas, à Ouagadougou, on essaie de pousser à choisir des sujets de mémoire ou de thèse qui soient embrayés le plus possible sur du concret, du local, de l'adapter au contexte. Mais en même temps, réflexivité critique, ça veut dire ne pas être à la remorque des entreprises ou des décideurs et prendre du recul par rapport aux concepts qui nous viennent d'un peu partout. Donc là, je ne développe pas puisque ça vient d'être évoqué. Innover, ça voudrait dire aussi essayer de trouver des solutions, c'est ce que nous essayons de faire modestement à Ouagadougou, dans la tension entre principes mondiaux, je dirais pas universels, et africanité. Alors, principes mondiaux, oui, il y a des principes mondiaux, on peut y travailler, notamment par la rigueur méthodologique, ce que nous